Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par la Chambre immobilière et l'étude DSM Avocat à la Cour. Bonjour à nos intervenants du jour. Bonjour Paolo. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Mario. Bonjour Vanessa. Un petit mot pour vous présenter, même si je pense que vous devez les connaître. Donc Paolo Madura qui est président de la Chambre immobilière, Jean-Paul qui est l'ancien président et maintenant vice-président. Du coup, de l'autre côté de la table, on a Maître Mario Di Stefano et Maître Vanessa Lomoro qui sont tous deux avocats au sein de l'étude DSM. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, pour pas parler dans le vide, est-ce que si vous voulez bien nous mettre un message dans le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien, et comme ça on pourra démarrer. Et parfait. Oui, merci. Ok, très bien. Eh bien, voilà. Donc, ce webinaire durera environ 1 heure et portera sur un thème essentiel pour les professionnels du secteur immobilier, qui est le contrat d'agence immobilière, sécuriser vos pratiques et optimiser vos transactions. Nous aborderons notamment la qualification juridique du contrat, les règles relatives à la commission, les responsabilités en jeu et aussi la bourse immobilière de la chambre immobilière. Voilà. Au niveau des organisations, Paolo, je vous laisse peut-être te présenter donc la chambre immobilière pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Il n'y a pas tout le monde qui est membre. Donc voilà un petit mot sur. La Chambre immobilière, très rapidement, regroupe les trois secteurs, donc les développeurs, les agences immobilières et le syndic. Nous existons maintenant depuis 1971, donc nous avons fêté notre anniversaire l'année passée. Actuellement, nous avons 400 membres presque, Jean-Paul, tu me corriges si je me trompe, entre les agences immobilières, promoteurs et syndics. Et voilà, donc nous sommes là pour défendre les intérêts de tous nos membres. Petit mot d'introduction uniquement. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré donc au contrat d'agence immobilière et comment sécuriser les pratiques et optimiser les transactions. Avant de commencer, je tiens à remercier le bureau d'avocats DSM de nous accueillir encore une fois dans ces locaux et plus particulièrement Mario Di Stefano. Pour revenir au sujet de ce jour, comme vous le savez, un contrat d'agence bien structuré permet non seulement de clarifier entre autres les conditions de rémunération, chose importante, la durée du mandat, mais également les missions de l'agence. Cela permet également de démontrer un certain professionnalisme et contribue également à l'image et au savoir-faire de l'agence immobilière. Je pense que sans attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je passe la parole à Mario Di Stefano. Bonjour tout le monde. Alors, c'est une thématique qui intéresse particulièrement les membres de la Chambre immobilière, mais aussi les particuliers et les sociétés qui traitent avec eux. Et a priori, on constate souvent dans la pratique qu'il y a une certaine croyance que le mandat de vente, le mandat de l'agent immobilier, c'est quelque chose de relativement simple. On recopie, les uns recopient chez les autres. Donc là, il y a un organisme comme la Chambre immobilière qui est précieuse parce qu'elle aide ses membres par des modèles, par des conseils de garder un niveau professionnel et un bon standard professionnel. Néanmoins, chaque cas est différent et il faudra, d'une manière générale, être extrêmement prudent lors de la rédaction des contrats de mission des agents immobiliers pour ne pas, en modifiant quelques mots, en modifiant une phrase ou rajoutant ou enlevant un paragraphe, changer complètement la teneur et l'impact donc du contrat. Donc voilà, c'est un titre d'introduction. On est là pour faire un petit tour d'horizon des contrats d'agence immobilière et des problèmes qui peuvent se poser, des choix qui nous semblent indiqués et aussi de quelques mises en garde, de quelques petits commentaires sarcastiques de temps à autre. La première chose, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est la qualification du contrat. Parce que le contrat de l'agent immobilier, il est souvent désigné comme un mandat de vente. Alors que un mandat, c'est effectivement, si on veut, c'est une procuration qui est conférée à quelqu'un pour faire quelque chose. Alors, si je mandate quelqu'un pour vendre quelque chose, la plupart des gens ils disent, bah, moi je donne
à l'agent immobilier la mission de me chercher des acquéreurs susceptibles et capables d'acquérir le bien pour le prix que je voudrais avoir. Bon, je suis vers une négociation, mais je ne veux pas non plus maintenant que l'agent immobilier puisse signer en mandant quelque chose et surtout pas tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que le titre que je vais donner au document, est-ce que ça va être déterminant pour la qualification juridique? Non. Donc, le juge doit normalement regarder, il doit analyser le contrat, il doit donner la teneur, il doit donner l'interprétation qui correspond à la volonté des parties telle qu'elle est comprise par le juge. Et donc, c'est le juge qui décidera quelle est la qualification juridique à donner, même si le titre du contrat parle de mandat, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mandat au sens juridique. Donc, le mandat, article 1984 du Code civil, est une procuration, et c'est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Bon, ça veut dire que je donne procuration à quelqu'un de vendre, donc théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mandataire qui reçoit le mandat, il pourrait signer au nom du mandant, par exemple, l'engagement de vente, une promesse de vente ou un autre engagement. Et donc, ça, dans la plupart des cas, c'est pas ce qui est réellement vendu au client et c'est pas ce qui est réellement voulu, ni par le client et souvent pas par l'agent non plus, parce qu'il veut pas prendre la responsabilité d'engager le client sans que celui-ci ait marqué son accord de façon tout à fait claire et sans ambiguïté. Et d'ailleurs, la jurisprudence, il dit, bon, il suffit pas qu'une personne soit chargée d'une mission déterminée pour qu'il y ait un mandat. Il faut vraiment que la volonté de cette personne, du mandant, que le mandataire puisse en fait l'engager. Alors, le mandat doit être exprès. Donc, il faut qu'il dise expressément que l'agent immobilier, outre à chercher les acquéreurs, il doit pouvoir engager son client vis-à-vis des tiers en signant une promesse de vente, en signant un compromis, par exemple. Alors, un vendeur qui donne un mandat exclusif irrévocable à l'agence immobilière de vendre une maison ou un appartement, à ce moment-là, le contrat peut être qualifié de contrat de mandat. Est-ce que c'est voulu ou pas, hein, c'est une autre question, mais à partir du moment que le texte il est clair et sans ambiguïté, le pouvoir d'interprétation du juge peut trouver ses limites. Alors, en général, ce qui est plutôt voulu, c'est qu'un contrat qui comporte une mission qui est limitée à la recherche et présentation de potentiels acquéreurs, ou si c'est un mandat de recherche de vendeur, mais pas de pouvoir de représentation à l'acte. Donc, à ce moment-là, c'est un contrat d'entreprise. C'est pas un mandat, c'est un contrat d'entreprise. Donc, si jamais la qualification dans le contrat n'est pas vraiment voulu par les parties, ça n'entraîne pas la nullité du contrat, mais ça peut entraîner une requalification qui ne pose pas vraiment de grands problèmes si c'est ce que les deux parties voulaient réellement. Ça peut poser problème dans des situations où l'agent immobilier estime qu'il est un mandat de signer quelque chose pour le mandant et le mandant n'est pas d'accord que pour lui, ça n'allait pas aussi loin. Donc, les deux régimes diffèrent fondamentalement. Hein, donc, le mandat, je peux signer pour quelqu'un d'autre, c'est d'autres dispositions du Code civil. La rémunération du mandat, a priori, c'est gratuit, sauf disposition contraire dans un contrat. Et il est révocable ad nutum. Ad nutum, ça veut dire à tout moment, avec effet immédiat et sans indemnisation. Alors que le contrat d'entreprise, donc il se limite à trouver un acquéreur ou, dans le cas d'une recherche, un vendeur. C'est le droit commun, l'article 1142 du Code civil qui s'applique et suivant. Et en général, le contrat d'entreprise est onéreux. Hein, donc, je le fais moyennant rémunération. Et il est résiliable ou non en fonction de la durée prévue, éventuellement d'indemnisation. On viendra un peu plus loin sur les questions de qu'est-ce qui peut se passer en cours de route, qu'est-ce qui peut se passer lors de la résiliation et après la résiliation donc d'un contrat d'entreprise qui est conclu pour la vente d'un bien immobilier. Alors la commission, hein, finalement, pour l'agent, c'est très important. Hein, il y a deux choses. La première, c'est d'être sûr, pour autant qu'on puisse jamais être sûr de quelque chose dans la vie.
d'être sûr de prendre sa commission. Et en même temps, la deuxième, on verra ça dans quelques minutes, la deuxième, c'est de ne pas encourir des responsabilités. Donc, on pouvait lui reprocher de quelque chose par après, que ce soit son client, que ce soit également la contrepartie. Alors, les éléments déclencheurs pour le droit de rémunération de l'agent immobilier, dans le cadre d'une vente, on va se concentrer un peu sur la vente, on va brièvement aborder la location, mais en principe, c'est surtout la vente qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il y a certaines lignes communes dans la jurisprudence luxembourgeoise. Par contre, il y a des nuances en fonction du cas d'espèce. Alors, pour que tout soit encore moins clair, je vais vous donner quelques exemples de jurisprudence qui quand même permettent un peu d'illustrer disons, les lignes directrices qu'il faut avoir en tête lorsqu'on rédige, lorsqu'on négocie un contrat contrat d'entreprise pour intervenir en tant qu'agent immobilier dans une vente. Donc, il ne suffit pas que l'agent prouve qu'une opération immobilière a effectivement été conclue par son client, mais il doit aussi prouver qu'il a activement participé à la réalisation de l'opération et que son intervention a été essentielle et déterminante. Alors, vous voyez que c'est en gras, essentiel et déterminant, donc il faut que l'agent puisse prouver, finalement, c'est grâce à lui ou à elle que la vente a eu lieu. Alors, activement participer à la réalisation de l'opération, on verra encore que c'est à prendre avec une certaine circonspection, puisque il y a des situations où ça ne va pas très loin. Mais encore une fois, le rôle de l'agent doit être essentiel et déterminant dans la conclusion de la vente. Et à partir de quel moment est-ce que ce critère est rempli? Ça, c'est une affaire de goût, entre guillemets, et vous verrez dans la pratique, il y a des jurisprudences qui vont même dans des sens légèrement opposés. Donc, si l'intervention de l'agent a été essentielle et déterminante dans la réalisation d'une vente, alors il importe peu que le contrat de commission contienne ou non une clause d'exclusivité. La question qui peut par contre se poser, même si c'est rare dans la pratique, si quelqu'un a donné finalement une mission à plusieurs agents et que chacun prétend que c'est grâce à lui ou elle que la vente s'est faite, effectivement, il y aura des problèmes de délimitation assez charmants. Bon, parfois, vous avez également des agents qui disent on a fait ça ensemble, on va se partager la commission. Mais, encore une fois, on a parfois des situations un peu cocasses qui peuvent aussi venir d'une certaine nonchalance du vendeur. Alors, on a dit que l'agent doit activement participer à la réalisation de l'opération. Par contre, il y a une autre décision qui a dit que l'exigibilité de la commission n'est pas conditionnée par la présence de l'agent au moment de la conclusion de l'affaire. Donc, le droit à commission est acquis, même si la vente a eu lieu à son insu, avec un compromis qui a été signé sans qu'il soit là. Alors même s'il ne sait pas, mais à partir du moment que c'est lui qui a créé donc la relation entre parties et que finalement son intervention a été essentielle et déterminante et qu'il arrive à le prouver. Parce que c'est une chose de le savoir, une autre c'est de le prouver devant un tribunal. Donc l'agent est en droit de toucher sa commission lorsque la vente est faite grâce aux panneaux affichés sur les lieux, même s'il n'est ensuite plus intervenu. Alors vous voyez là les nuances qu'il peut y avoir par rapport à l'intervention effective de l'agent dans une vente. Donc, en cas de mission non exclusive, si le vendeur qui, après que l'agent lui est présenté, il manque un T là, un acquéreur traite avec un autre agent, commet en principe une faute justifiant le paiement à l'agent initial de dommages et intérêts, équivalent au montant de la commission initialement prévue. Il n'en est pas ainsi si le premier agent n'a accompli aucune diligence à la suite de la présentation du client. Et donc, la Cour d'appel a, dans ce cas-là, considéré que les relevés téléphoniques de l'agent ne prouvaient rien, car on s'est juste prouvé qu'il y a eu une communication, mais il n'y a pas le contenu. Le contenu ne peut pas être prouvé. Donc là, le tribunal a dit, vous n'avez pas le droit à la commission. Et l'agent n'est pas en droit de percevoir une commission si le vendeur qui l'a missionné refuse de conclure une vente avec un potentiel acquéreur, si le contrat entre l'agent et son client ne prévoit aucune sanction en pareil cas. Donc ça veut dire que
à défaut d'une clause spécifique, si le client, le vendeur refuse de vendre, il refuse de contracter parce qu'il a changé d'avis, parce qu'il n'a plus envie, parce que l'acquéreur ne lui plaît pas, alors qu'il n'y a pas de raison objective pour ne pas traiter avec cet acquéreur, à ce moment-là, l'agent n'a pas droit à la commission, sauf s'il y a effectivement une clause très spécifique dans le contrat en ce sens. Alors, l'agent immobilier peut, en cas de faute du mandant ou de l'acheteur, réclamer dommage à intérêt pour réparer son préjudice. Et c'est notamment le cas si le vendeur est à l'origine de l'échec de l'opération. Donc, l'article 1134 du Code civil pose le principe de l'exécution de bonne foi des conventions. Et ça se concrétise par un devoir de loyauté, un devoir de coopération et de collaboration. Donc, le vendeur est obligé de porter son concours à la réussite de la mission de l'agent immobilier. Bon, refuser arbitrairement ou sous un motif fallacieux, un prétexte de signer le compromis de vente constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du vendeur, qui est à ce moment-là le client de l'agence immobilière. Voilà. Donc, ça peut effectivement découler déjà de l'article 1134, mais encore une fois, je ne me fierai pas simplement à cela. Il vaut mieux avoir une clause claire dans le contrat qui fixe les obligations sans équivoque du vendeur, client, de l'agent. Alors, il peut y avoir une mission exclusive et une mission non exclusive. Alors, la mission non exclusive, l'agent immobilier aura droit à une commission lorsque la vente aura été conclue par son intervention, mais il aura approuvé que son intervention a été essentielle et déterminante. Donc, il aura un intérêt particulier à prévoir des règles de priorité claires dans son contrat. Priorité par rapport à d'autres agents. Qu'est-ce qui se passe si le client décide de vendre lui-même son bien? Et se ménager des preuves par rapport au moment où il a présenté un acquéreur à son client. Bon, ça veut dire que s'il y a deux agents et chacun des deux dit « Ah ben, celui-là, je te l'ai présenté », et l'autre dit « Je te l'ai présenté moi avant l'autre », après, la question peut se poser « Est-ce que j'ai la preuve ? Qui a été celui qui l'a présenté en premier ?» C'est tout bête. Mais comme on a vu, si j'ai téléphoné, ah mais je t'ai appelé, je t'ai dit que tel client il est prêt à acheter le bien ou le projet, c'est simplement un appel téléphonique sans prouver le contenu, tintin. Donc et l'autre qui a un email, même si l'email est postérieur à l'appel téléphonique, il y aura une preuve qui lui permettra donc de prouver son intervention, alors que le fait qu'il y a eu un entretien téléphonique ne prouve a priori rien. Mais après, encore une fois, c'est soumis à l'appréciation du juge. Peut-être que lors de l'entretien téléphonique, il y a eu un témoin à côté qui a tout entendu, et ça peut tout changer. Donc, voilà, le droit n'étant pas une science exacte, il vaut mieux mettre un peu les atouts de son côté. Le cas échéant, plusieurs agents peuvent entrer dans une convention unique, donc convention jointe qui permet de départager quelque peu un certain type de situation. Qu'est-ce qui se passe si l'un, si l'autre, est-ce qu'ils se partagent la commission? Comment ça se passe dans la pratique? Bon, là, il n'y a pas vraiment de limite, il y a une certaine liberté contractuelle, mais idéalement, il faudrait que ce soit clair. Alors, donc il aura, encore une fois, il doit prouver le caractère essentiel et déterminant de son intervention, et il peut avoir, dans une mission exclusive, là, il pourra avoir droit à des dommages à intérêts, pénalités en cas de vente conclue via un autre agent pendant la période d'exclusivité. Donc vraiment, c'est ce qu'on va prévoir expressément dans le contrat, mais ce serait bien de vraiment le prévoir expressément. C'est pas un automatisme. C'est pas parce que je mets comme intitulé mission exclusive, contrat de mission exclusive, contrat exclusif, où je mets le contrat exclusif, c'est bien, mais il faudra également déterminer quelles sont les conséquences de cette exclusivité. Ça veut dire quoi, l'exclusivité? Et il y a une jurisprudence qu'on va encore vous citer ici, qui prouve quand même qui a décidé que l'agent qui finalement avait une mission exclusive mais qui n'a pas, lui, véhiculé la vente, il ne peut pas avoir un droit à commission ou à indemnisation qui est supérieur au prix que lui, il était supposé négocier. C'est-à-dire, si un deuxième agent vend le bien plus cher,
ce n'est pas ce prix-là qui va déterminer le commissionnement ou l'indemnisation du premier agent, mais c'est bien le prix pour lequel lui s'est engagé ou s'est offert de mettre le bien sur le marché. Alors, comme je viens de le dire, donc quelle est la portée de la mission exclusive? Il ne suffira pas de donner un intitulé de mission exclusive au contrat. Donc, par exemple, même dans le cas d'un mandat exclusif, si ce n'est pas expressément prévu, la vente directe par le client risque de ne pas ouvrir droit à la commission. Ça dépendra un peu du juge, encore une fois, interprétation du bonne foi du contrat, mais normalement, lorsque je veux vraiment avoir une exclusivité un peu à l'épreuve de tous les aléas, dans la mesure du possible, il faut une clause d'exclusivité renforcée. Ça veut dire que le client s'interdit de confier la vente à un autre intermédiaire, peu importe si c'est à titre onéreux ou gratuit, la mission de vendre le bien. Et il s'interdit aussi de lui procéder lui-même à la vente directe du bien, même sans l'intervention d'un tiers. Donc, ce deuxième volet, souvent, il est un peu ignoré parce que l'hypothèse que le client vende lui-même le bien sans l'intervention de l'agent dans une mission exclusive, c'est pas nécessairement très logique, mais il vaut mieux boucler la boucle par rapport à ça dans le contrat. Je peux poser une question à ce sujet, Marion? Ouais. Est-ce que la durée de l'exclusivité est déterminante ou est-ce que, à contrario, un client peut aujourd'hui signer concrètement un contrat exclusif de 6 mois et la semaine prochaine décider d'annuler cette exclusivité? Alors, ça dépend du contrat. Normalement, si c'est un contrat de mandat, il y a certaines jurisprudences qui disent que un mandat, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est révocable ad nutum. Donc, je peux révoquer le mandat tout court, puis je veux dire, je donne un nouveau mandat qui n'est non exclusif. Si c'est un contrat d'entreprise, s'il est défini comme étant irrévocable pendant une durée d'exclusivité, je ne peux pas le révoquer. Et si je le fais à tort, et à ce moment-là, l'agent peut, le cas échéant, réclamer une indemnisation. Alors, soit il y a eu vente ou le client va dire, je n'ai pas envie de payer la commission, mais in fine, l'agent va dire, tu la dois, tout simplement, parce que tu as, au moment où je t'ai présenté tel client, c'était une mission exclusive. Et voilà, donc je ne peux pas nécessairement la résilier si vraiment elle est conclue pour une durée ferme, comme contrat d'entreprise. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a peut-être encore un autre point que je n'ai pas mentionné par écrit ici dans le slide, mais c'est une situation un peu particulière. C'est la différence entre le share deal et asset deal. Ça ne va pas comporter beaucoup d'importance, pas avoir beaucoup d'importance par rapport à la vente de la maison unifamiliale ou de l'appartement. Hein, mais par contre, si j'ai quelque chose qui est logé, un bien qui est logé dans une société où directement vendre la société tout entière avec le bien dedans, à ce moment-là, l'agent il doit faire attention. Qu'est-ce qui va se passer si effectivement l'actionnaire de la société procède à la vente de la société, l'associé et l'actionnaire? Parce que si j'ai un contrat avec la société, ce contrat n'est pas liant par rapport à l'associé de la société. Donc, soit j'ai intérêt à également englober l'associé de la société dans le contrat pour que je sois également couvert pour la situation d'une vente de la société, ou alors la société se portera fort pour tout autre, disons, mécanisme de cession qui économiquement serait équivalent à une vente. Donc ça c'est quelque chose qui, encore une fois, ça ne nous intéresse pas par rapport à l'appartement de 80 mètres carrés. En général, il n'est pas dans une société qui pourrait être vendue avec l'appartement, mais si j'ai un immeuble déjà plus substantiel, notamment par exemple le meuble de rapport, ça peut arriver. Et donc, toujours penser que si la vente peut avoir lieu à 2 étages, voire plus, il faut toujours que je réfléchisse. Est-ce que le vendeur, respectivement l'associé,
du vendeur s'il décide finalement de vendre la société. Il pourra essayer de se débiner par rapport à la commission que j'espère obtenir dans le contexte de la vente et par équivalent économique. Alors, voilà, c'est un peu ce qui aussi revient un peu à ce que tu viens de dire, Paolo, c'est à partir du moment, qu'est-ce qui se passe si j'ai une vente qui conclut après la fin du mandat ou après la fin d'une période d'exclusivité. Et donc, là, donc, il y avait une société qui avait demandé dans sa commission, elle a dit, voilà, elle est due, même si après l'expiration du mandat confié à elle, hein, les vendeurs, hein, les époux, les particuliers vendent leur immeuble à clients contactés pendant la durée du mandat. Hein, et donc là, le tribunal a constaté qu'il n'y a aucune clause qui prévoit une échéance spécifique pour la réalisation de la condition, dont dépend l'obligation contractée par les époux, à savoir le paiement de la commission, en cas de vente de l'immeuble, par une personne qui a été mise en relation par l'agent immobilier. Donc, ils sont a priori, dans un premier temps, liés pour une durée indéterminée par leur engagement contractuel. Par contre, donc, dans ce cas-là, le premier juge a retenu la nullité de la clause comme entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur final privé. Hein, il est de jurisprudence que la commission prévue au profit de l'agent immobilier est due même si la vente du bien a lieu plusieurs mois après l'expiration du contrat de mandat. Mais il faut quand même qu'il y ait encore un rapport spécifique par rapport à l'intervention de l'agent et par rapport à un rapport temporel également. Donc, il faut clairement dire que les engagements perpétuels n'existent pas. Donc, ça veut dire quoi? Dans le contrat, on a en général intérêt à fixer une durée, de dire, voilà, si la vente est effectuée dans un délai, par exemple, de 2 ans après la fin du mandat ou du contrat d'entreprise, à ce moment-là, c'est encore dû, mais ça ne peut pas être sine die. Alors, les conseils, hein, donc faire très attention à la rédaction de la clause prévoyant les obligations de l'agent. Plus on liste de tâches, plus le tribunal vérifiera si elles ont bien été accomplies, le cas échéant, préciser les obligations facultatives et accessoires. Je m'explique. Souvent, vous avez... Alors, qu'est-ce que va faire l'agent immobilier pour réaliser une vente? Bon, il va faire une annonce, plusieurs annonces. Autrefois, c'était dans les journaux. Aujourd'hui, c'est plutôt dans les médias digitaux. Il va contacter d'autres confrères, il va les mettre dans une bourse, peut-être avec d'autres confrères, il va en parler à Jean-Paul, il va, je ne sais pas. Et donc, on lance le mot, hein, on lance le mot, voilà, j'ai tel mandat, tel bien à vendre. Et il va afficher, mettre les panneaux, il va organiser des visites, il va peut-être le présenter à une foire immobilière. Hein, donc, tout ça, c'est bien. Finalement, qu'est-ce qui intéresse le vendeur? Le vendeur, ce qui intéresse, c'est de vendre le bien soit vendu. Okay. Donc, à partir du moment que le bien est vendu, alors que l'agent a simplement mis un panneau et quelqu'un a appelé l'agent, il a dit, bah voilà, quelqu'un qui a vu le panneau, il m'a appelé, voilà, il veut acheter. Et après, il ne fait plus rien, donc il signe le compromis sans que l'agent soit là et l'acte notarié est passé. A priori, l'agent peut avoir droit à sa commission, comme on a vu. Hein. Il y a eu une jurisprudence qui a dit, bah, il a mis le panneau, hein, c'était déterminant, et donc ça suffit. Sa mission est atteinte. Hein, la mission est atteinte. Attention, par contre, il y a d'autres décisions qui sont un peu plus, comment dire, pointilleuses, donc ils disent, bah, l'agent, il s'est engagé de faire ça, ça, ça et ça. Et en réalité, il ne prouve pas qu'il a fait tout ça. Parce que, en fait, la vente s'est faite très vite. Hein. Par exemple, j'ai juste mis le panneau. Par contre, je me suis engagé à faire des annonces. Je me suis engagé à faire ceci, et tout. Et grosso modo, tout ça, l'agent ne peut pas le prouver. Et le juge va lui dire, écoute, tu n'as pas prouvé que tu as rempli ton contrat. Donc, tu n'as pas droit à la commission. Même si la vente a été faite, même peut-être si la vente a été faite sur base de ton intervention. Donc, il faudra faire bien attention dans les contrats aujourd'hui, au vu de certaines jurisprudences, de dire, OK, le but final, vraiment le déclencheur de la commission, c'est la vente. Hein, si elle a été faite avec un client qui a été mis en relation par l'agent, peu importe que toutes ces autres obligations
soient toutes remplies, il faut bien déterminer, c'est des obligations facultatives ou accessoires que l'agent peut faire, mais c'est pas déterminant pour gagner sa commission. Ça, je pense que c'est important aujourd'hui parce que il y a des jurisprudences qui vraiment se sont lancées sur ce genre d'obligations prévues dans le contrat, parce que c'est un sales point aussi pour l'agent. Il dit, voilà, si tu signes ce contrat, moi, voilà tout ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire, je vais faire des annonces, je vais la présenter à telle foire, je vais présenter à tels investisseurs, peu importe. Mais attention, finalement, l'élément déclencheur, ça doit être la vente, et ça doit être clairement déterminé dans le contrat, même si l'agent n'arrive pas à prouver même s'il n'a pas fait d'annonce, parce que finalement, il n'a plus besoin, parce qu'il a tout de suite prouvé acquéreur. Le deuxième conseil, c'est, encore une fois, se ménager des preuves. Je le répète, ah oui, mais j'ai téléphoné. Ah, c'est bien d'avoir téléphoné, mais s'il y a personne qui était juste à côté, j'ai un témoin crédible qui a tout entendu, et pas seulement ce que l'agent a dit, mais aussi ce que l'autre a dit, coup de téléphone, les mots s'envolent. Donc, il faut se ménager des preuves, si possible écrites de toutes les interventions, vraiment de façon fiable et de façon crédible pour qu'on puisse, le cas échéant, prouver ses prétentions, même si la preuve est en principe libre, dans le contexte donné. Et donc, il faut énoncer précisément des cas dans lesquels la commission est due, donc refus arbitraire de conclure une vente, résolution anticipée sans motif valable, etc. Donc, un certain nombre de cas. Il y a des pénalités à prévoir dans les contrats en cas de mission exclusive notamment. Ne pas prévoir de durée d'exclusivité trop longue à l'égard des consommateurs, on vient de le voir, ni aussi de validité, disons, de droit à commissionnement après la fin du contrat, et éventuellement prévoir au moins une rémunération pour les frais engagés, même si on n'a pas le commissionnement, mais notamment, par exemple, une résolution anticipée sans motif valable. A priori, si j'ai pas de clause de forfaitarisation d'une indemnité, le juge pourra dire, mais en réalité, on discute ici de la perte d'une chance, et la chance de vendre cet appartement à ce prix-là, c'est purement aléatoire, j'ai pas vraiment d'éléments de la part de l'agent qu'il aurait pu avoir vraiment un acquéreur sérieux. Donc, le juge peut très bien dire, mais c'est purement hypothétique, donc c'est la perte d'une chance, mais cette chance est évaluée à un pourcentage faible, donc je ne vais rien donner du tout. Et là, c'est un pouvoir d'appréciation dans la perte d'une chance, il y a un large pouvoir d'appréciation des juges, donc c'est pas mathématique. Alors, le montant de la commission, je pense que c'est aujourd'hui habitué au fait qu'il y a la liberté contractuelle, ça n'a pas toujours été comme ça. En pratique, au Luxembourg, c'est un maximum de 3% plus TVA. Bon, parfois, c'est négocié à un pourcentage inférieur, notamment pour les objets d'une certaine taille, mais le client peut aussi allouer un bonus supplémentaire. Par exemple, si on vend rapidement, si on vend à un prix supérieur, etc. C'est pas interdit. Alors pourquoi on est en liberté contractuelle et pourquoi 3%? Alors historiquement, il y avait un règlement grand ducal des années 70 qui fixait le barème des commissions maximales. Il prévoyait également autre chose, il prévoyait qu'il n'y a que avec un écrit signé par les deux parties qu'on peut se prévaloir du droit à la commission. L'acquéreur, l'agent ne peut demander une commission que au vendeur, il ne peut pas demander une commission à l'acquéreur ou aux deux. Il y avait également des règles par rapport au commissionnement pour l'intermédiation dans les baux, etc. Donc, ce règlement grand ducal, pendant très longtemps, il a un peu figé dans la tête des gens ce taux de 3%, alors que dans d'autres pays européens notamment, vous trouvez des taux nettement supérieurs. Vous trouvez des taux de 5%, 6% ou entre les deux. Donc, 3% Luxembourg, c'est pas ça qui choque particulièrement, tous les droits d'enregistrement peut-être. Et donc ce règlement grand ducal, dans un premier temps, la loi sur laquelle il reposait, la loi habilitante, elle avait été abrogée, mais dans un premier temps, il y a eu certaines décisions de justice qui avaient dit, peu importe, c'est pas parce que la loi habilitante a été abrogée que le règlement grand ducal qui a été pris tombe automatiquement. Mais une décision de la Cour d'appel du 30 octobre 2013, donc qu'on connaît bien puisqu'on l'a plaidé, et donc on voit comme le temps il passe, comme si c'était hier.
Ça, c'est une décision qui nous avait fait plaisir à l'époque. Donc là, le tribunal, la cour d'appel plutôt, a dit que le règlement Grand Ducal de 72, donc il n'a plus de base légale. Puisque il a été la loi habilitante est abrogée, mais plus que ça, il est à partir de ce moment-là, il est contraire à la loi sur la concurrence du 17 mai 2004 qui a posé le principe de la liberté des prix. C'était ça la petite différence avec les autres jurisprudences antérieures qui semblaient clore le débat une fois pour toutes, mais ces jurisprudences-là se référaient à des commissionnements qui ont été conclus ou des contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004. Donc, théoriquement, les commissions peuvent être demandées aux deux parties, on a une liberté contractuelle, et les parties à une vente peuvent également convenir que la commission d'agent sera supportée par l'acquéreur. Ce n'est pas interdit non plus. Ça se voit parfois qu'on négocie ça pour des raisons diverses, surtout pour des gros projets, ça peut arriver. Mais encore une fois, il faudrait idéalement que ce soit fixé sans toute ambiguïté et en tout état de cause, il est conseillé de respecter la transparence, éviter les conflits d'intérêts. Donc, si je demande une commission aux deux sans que les deux parties le sachent, au niveau transparence et absence de conflit d'intérêts, ça peut, comment dire, ça peut créer du mauvais sang. Donc, je pense que faut vraiment bien réfléchir. Si on met sur la faculté de le faire, il faudrait le faire avec l'accord des deux parties pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pas de mauvais son. C'est un peu l'image de la profession aussi qui est en jeu par rapport à certaines pratiques qui peuvent. Ce manque de transparence, c'est jamais bien perçu par les clients. Alors, juste brièvement pour le dire, la liberté contractuelle, ça ne plaît pas à tout le monde. Jean-Paul était bien placé pour le savoir. Hein. Alors, en 2022, il y a eu dépôt d'un projet de loi par 2 députés du Parti pirate visant à instaurer les limites aux commissions d'agents. Bon, grosso modo, c'était de dire on fixe des commissions forfaitaires jusqu'à un montant de 500 000 euros et au-delà, c'est maximum de 3%. Bon, ça va, c'est pas mortel. Et on peut demander que aux vendeurs et pas aussi à l'acquéreur ou pas à l'acquéreur. Bon. Est-ce que ça a des grandes chances de passer disons l'instance parlementaire, vu que c'est pas un parti qui entraîne une majorité, on peut en douter. Mais théoriquement, il est toujours en instance. Je pense qu'en dernier lieu, il y a le Conseil d'État qui a fait le commentaire, dit bon bah faut voir si on est politique, on a envie de faire ça. À part ça, on n'a pas d'autres commentaires. Voilà. C'était très lapidaire. Et également en 2022, il y a donc une réponse du ministre de l'économie de l'époque à une question parlementaire. Il a dit ouais, mais je suis en train d'étudier, on est en train d'étudier la faisabilité juridique d'intervention pour limiter les commissions par les agents intermédiaires, taux forfaitaires, etc. Parce que on estimait que les agents immobiliers et leurs commissions sont un facteur qui contribue à la hausse des prix de l'immobilier et donc grosso modo à la crise de l'immobilier. Donc, il a précisé ses propos dans une interview radio qui, je pense, qu'a suscité une réponse plutôt claire de la CGDL. Je crois savoir qu'il a écrite. Oui. Oui. Et donc, et donc, voilà, c'est-à-dire, il faut arrêter de penser que c'est les agents immobiliers qui sont responsables de l'évolution des prix et de la crise immobilière. Le marché est fait par l'offre et la demande. Et ce n'est pas en limitant les commissions des agents que ça on impactera fondamentalement le marché. Donc, alors le moment du paiement de la commission, parce que ça aussi, idéalement, c'est fixé de façon claire dans le contrat. Là aussi, à mon avis, il y a une liberté contractuelle, donc théoriquement, il pourrait être convenu qu'elle est déjà exigible à la signature du compromis de vente, ou au moins lors de la levée des conditions suspensives. Mais bon, en général, le vendeur ne voudra pas décaisser une commission avant d'avoir reçu le prix. Donc, souvent, on va dire que la commission elle sera payée à la passation de l'acte notarié, donc au moment du paiement, et l'agent va essayer de prévoir dans son contrat une instruction du vendeur. En général, c'est le vendeur, au notaire de donner instruction, donc de prélever la commission de l'agent sur le prix de vente, de faire un virement direct. Là aussi, c'est pas interdit. S'il y a une instruction claire du vendeur de se faire, le notaire va le faire. Et le problème est réglé.
Alors, si la vente est annulée pour des raisons qui ne sont pas imputables au vendeur, l'agent peut éventuellement devoir rembourser la commission. Si c'est imputable à l'acquéreur, le cas échéant, il pourra peut-être demander de l'indemnisation. Si c'est imputable au vendeur, là aussi, le vendeur ne pourra pas se retourner contre l'agent immobilier, sauf en cas de dol de l'agent immobilier. Par contre, l'agent immobilier pourra, le cas échéant, se garder la commission, respectivement la réclamer s'il n'a pas encore perçu. Bon, ça, c'est des situations qui, heureusement, sont relativement rares dans la pratique, mais ça peut arriver. Alors, en cas de location, on a fait un webinaire et même un séminaire présentiel là-dessus récemment, donc je vais pas entrer dans le détail là-dessus, mais très brièvement, juste comme pour rappel, donc la loi du 23 juillet 2024, donc qui a modifié la loi de 2006 sur le bailliage des d'habitation, a instauré un partage des frais honoraires en cas d'intervention d'un agent immobilier dans la location d'un logement à usage d'habitation. Donc avant, c'était intégralement pour la part du locataire. Et à partir du 1er août 2024, c'est à partager 50-50 et toute clause contraire est à considérer comme non écrite et sans effet. Et également les stratagèmes de dire que on va facturer une partie, puis une ristourne, ou on va facturer encore quelque chose au locataire pour l'état des lieux, etc. À mon humble avis, ça contrevient donc à cette disposition. Encore une fois, si le locataire il est d'accord à le payer, c'est bon, hein, il n'y aura pas de juge à trancher. Par contre, si se revise, toute clause contraire est à considérer comme non écrite et sans effet. Voilà, donc ça pour les commissions. Alors, c'est clair, le deuxième pilier aujourd'hui, c'est de dire, bon, l'agent immobilier n'a pas envie de prendre de responsabilité plus que nécessaire. Et là, je passe la parole à ma collègue, maître Vanessa Lomoro, qui va vous exposer la question des responsabilités que peuvent être encourues par l'agent immobilier. Oui, alors effectivement, c'est un volet très important parce que maintenant que Mario vous a expliqué comment vous assurez votre commission, c'est bien aussi de pouvoir la garder et pas de devoir se retrouver à indemniser son client ou l'autre partie avec des montants encore supérieurs que ce qu'on a potentiellement perçu. Donc, deux volets. Tout d'abord, la responsabilité vis-à-vis de son propre client, celui avec lequel on a soit un contrat de mandat, soit un contrat d'entreprise. Et donc, comme vous êtes en relation, enfin, les agents sont en relation contractuelle avec leurs clients, c'est donc potentiellement, essentiellement, une responsabilité contractuelle qui peut être encourue. Et donc, l'obligation ici, elle est simple, c'est de respecter les termes du contrat. D'où l'importance, comme ça a déjà été énoncé par Mario, de faire attention à ce qu'on écrit dedans, parce que tout ce qu'on écrit dedans, on va devoir le respecter. Plus on en écrit, plus on s'engage, donc il faut trouver un juste équilibre. Ensuite, il y a l'obligation d'assistance, d'information et de conseil qui porte en principe sur tous les éléments du contrat. Donc, il va falloir conseiller par rapport au prix. Je pense que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles les gens recourent aux agents immobiliers. Les conseiller aussi par rapport à la forme de la vente. Et là, il faut être très attentif, pas se tromper. On voit encore bien trop souvent des agents, alors qu'on a en matière de vente en état futur d'achèvement, par exemple, faire conclure des compromis de vente qui sont pas valables, alors qu'il faudrait conclure qu'il faudrait conclure des contrats de réservation. De même, il va falloir donner les conseils par rapport aux garanties à donner, par rapport aux risques qui sont pris, etc. Autre obligation, c'est l'obligation de bonne foi. Il va falloir adopter vis-à-vis de son client un comportement loyal, coopératif, sans intention de le tromper, de profiter de son ignorance ou de sa connaissance du marché qui sera forcément, en général, moins importante. Par exemple, pousser à la vente dans de mauvaises conditions juste pour s'assurer une commission, il y aurait un manquement à l'obligation de bonne foi. Donc, on va voir toute une série d'exemples. Et donc, la responsabilité a pu être engagée. Il y a des décisions, et ça, on pourra les mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Par exemple, donc des clients ont réussi à engager la responsabilité de l'agent pour mise en vente pour un prix sous-évalué. Si le vendeur, le client réussit à démontrer qu'il aurait pu vendre et surtout vendre facilement pour un prix plus évalué, l'agent immobilier peut être condamné à titre de dommages et intérêts à lui payer la différence.
Donc, ça peut être même plus important que la commission qui l'aura perçu. Donc ici, comme le disait Mario, l'essentiel, c'est de pouvoir prouver. Donc, il faut aussi documenter les recherches, sur quelle base on a conseillé ce prix, etc., les comparaisons qu'on a faites. Autre décision, c'est en cas de rédaction d'un compromis non valable, non adapté. Par exemple, on fait un compromis alors qu'on est en matière de BFA. Là aussi, la jurisprudence est claire. L'agent qui rédige un compromis qui n'est pas bon, il engage sa responsabilité, et pareil, ça peut être des sommes très importantes. Donc à ce niveau-là, il vaut mieux se retourner, enfin se faire conseiller, aller à la chambre immobilière, avoir son avocat et vérifier que vraiment ce qu'on a préparé, ce qu'on offre à la signature correspond vraiment à la situation. Maître, est-ce que je peux poser une question à ce sujet? Parce que effectivement, l'agent immobilier ensuite peut alerter le promoteur en lui expliquant, écoute, et on a déjà eu ce cas précis. Voilà, ton compromis de vente n'est pas adapté à la vente en VFA que nous sommes en train de faire, ou pour laquelle tu es en train de nous mandater. Et donc, on l'alerte en lui disant, il faut faire un contrat de réservation. Or, il se peut que le promoteur ou le développeur dise, non, écoute, tu utilises mon contrat et donc je t'impose mon compromis de vente. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, la responsabilité de l'agence alors que l'agence a... Dans ce cas-là, l'acquéreur, lui, ça ne va pas lui être opposable. Lui, il pourra engager la responsabilité de l'un, de l'autre. Après, dans la relation entre l'agent et le promoteur, là, c'est beaucoup plus discutable. Mais dans un premier temps, vis-à-vis de l'acquéreur, de celui qui est pénalisé, lui, il pourra dans tous les cas. Donc, et en tout cas, il faut vraiment documenter la conversation, parce que même des fois, vis-à-vis du notaire, il y a des discussions. Même les notaires, des fois, ils disent « Ah non, mais là, on peut le faire ». Et puis, bon, il faut vraiment... Et puis, faire vraiment très, très, très attention et poser la question à un avocat in fine si on n'est pas sûr. Il faut alors changer les développeurs. Ouais. Donc, ou pareillement, on a déjà eu le cas d'un agent qui met des conditions suspensives dans un compromis et qui prévoit pas de délai pour la réalisation de la condition suspensive. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que tant qu'on n'est pas sûr que la condition ne puisse pas être réalisé, le compromis va rester en vigueur. Et ça peut bloquer un vendeur pendant de très, très longues années. Donc, le vendeur, vis-à-vis du potentiel acquéreur avec qui il a signé le compromis, il ne pourra pas faire grand-chose parce que, bon, c'est l'accord qui découle du contrat qu'ils ont signé, mais il pourra, vis-à-vis de l'agent immobilier, engager sa responsabilité pour le dommage subi de fait de s'être retrouvé bloqué pendant tant de temps. Donc là aussi, c'est très important. Et ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très, très, très cher. Et c'est vraiment des situations qu'on voit. Hein. Donc, dès qu'on voit conditions, il faut faire très attention parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de jurisprudence, c'est vraiment très complexe. Autre exemple encore ici, en cas de non-vérification de la solvabilité de l'acquéreur, la responsabilité de l'agent a pu être engagée. Quand je suis en contrat de vente d'un terrain, avec subséquent un contrat d'entreprise pour la vente d'une maison, est-ce qu'il y a des jurisprudences dans lesquelles ces contrats, il y a eu une requalification de contrat ou ça n'existe pas? C'est une situation qu'on compte souvent sur le marché. Avec cette requalification le développeur ou oui. Le propriétaire de terrain, qui a un propriétaire de terrain et un constructeur. Le constructeur du terrain vend en fait son terrain et ensuite on fait un contrat d'entreprise pour la construction. Le contrat d'entreprise. Donc pas de VFA, voilà. Pas de contrat. Comme les dispositions en matière de VFA, elles sont d'ordre public, on peut pas du tout y déroger. Et donc, à partir du moment où le constructeur, hein, peu importe, c'est ce que disait Mario avant, comment il intitule son contrat, s'il se réserve la maîtrise d'ouvrage et que c'est lui qui prend les décisions, il peut l'avoir appelé contrat d'entreprise. Si ça va au tribunal, ce sera un contrat de VFA. Et donc, c'est très risqué parce que s'il n'a pas la forme notariée, s'il ne respecte pas les conditions du code civil, l'acquéreur peut invoquer la nullité et l'acquéreur seul. Donc, c'est, voilà. Donc, on ne peut pas déroger. La définition pour un contrat de réservation ou un contrat de VFA, c'est que la maîtrise de l'ouvrage soit maintenue auprès du promoteur, du constructeur. C'est ça. C'est ça. Et bon, des fois, c'est un équilibrage assez fin à faire en pratique parce qu'on peut toujours, même avec un promoteur en général, faire des petites modifications.
Mais tant que ça reste choisir le carrelage, etc., ça, on ne peut pas déroger, c'est de la VFA. Donc ici, une décision qui était un peu, enfin, c'était intéressant parce que l'agent immobilier qui s'est fait assigner, il soutenait qu'en fait, non, lui, il devait juste se limiter à donner les caractéristiques de base de l'immeuble et rien d'autre. Et en fait, il avait également donné des conseils en matière fiscale et les conseils qu'il a donnés, ils s'étaient avérés erronés. Ce que son client a réussi à prouver, et donc la responsabilité de l'agent, elle a été retenue. Donc, si vous avez ce genre de questions qui se posent et que vous ne savez pas, ce qui peut être tout à fait normal, ben, renseignez-vous, prenez l'avis d'un fiscaliste, etc. Mais surtout, ne donnez pas de conseils qui pourraient être faux, parce que là, c'est la responsabilité, elle fait pas de doute. Ensuite, encore ici, c'est important pour si vous voulez être sûr de pouvoir avoir votre commission, un agent avait mis en vente un immeuble pour un prix inférieur à celui qui avait été initialement convenu et donc documenté dans le contrat avec le vendeur. Donc, j'imagine c'est très probable qu'il s'était accordé sur la diminution de prix. Simplement, l'agent, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu le prouver et donc on a retenu que c'était une faute de sa part et que bien que la vente s'est faite, il avait le droit à rien du tout puisque il avait commis une faute et que le vendeur avait le droit de lui résilier son mandat. Donc, si vous vous accordez sur des diminutions du prix par rapport à ce qui était convenu initialement, documentez-le vraiment par écrit pour pouvoir prouver que le client de l'agent était d'accord. Mais c'est-à-dire que même après avoir signé le compromis ou le contrat? Là, en fait, ce qui c'était, c'est que c'était vraiment ici un mandat. C'était pas un contrat d'entreprise, donc je pense que l'agent avait lui-même signé. Ça aurait été différent, effectivement, c'est une bonne question. Mais là, c'était vraiment un mandat. D'accord. La responsabilité donc vis-à-vis du client, le client doit prouver la faute, le préjudice qu'il a subi et le lien entre les deux. Mais il faut rappeler que c'est celui qui a l'obligation d'informer, donc en l'occurrence l'agent, qui doit rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations. Et donc, il doit prouver qu'il a donné les informations nécessaires. Donc, faut faire très attention. Il faut pas seulement donner les informations à l'oral. Il faut essayer de communiquer plus par écrit, de lui remettre, de lui faire signer, etc. Et surtout vis-à-vis du client, conseil essentiel, n'utilisez pas des modèles de contrat inadaptés, ou de modèles de contrat tout court. Alors, comme ça ne suffit pas d'avoir une responsabilité vis-à-vis du client, l'agent il a également une responsabilité vis-à-vis de l'autre partie à la transaction. Donc, s'il représente le vendeur, il aura des obligations à l'égard aussi de l'acquéreur et inversement. Sauf que dans ce cas-là, comme il n'y a pas de contrat vis-à-vis de ces personnes, c'est la responsabilité délictuelle qui pourrait être engagée. Donc les obligations, elles sont plus ou moins les mêmes, même si elles sont moins fortes. Donc l'obligation d'information. L'autre, si vous représentez le vendeur, il faut que l'acquéreur il puisse faire confiance quand même en l'expertise professionnelle de l'agent, que vous puissiez l'informer convenablement. Et il y a la même obligation de bonne foi. Il ne faut pas essayer de tromper l'autre partie. Donc ici, quelques exemples dans lesquels la responsabilité a été engagée vis-à-vis de l'autre partie. Donc, en cas de présentation à la vente par l'agent d'un objet différent de celui qui est réellement mis en vente. Donc, les caractéristiques du bien, l'usage et la destination. Si maintenant vous faites une annonce et que vous dites oui, le grenier est aménageable, etc. Vous pouvez vous faire encore une super pièce et que c'est pas du tout le cas. Là, il y a la responsabilité qui peut être engagée. Pareil pour tout ce qui est constructibilité, servitude, etc. Il faut vraiment se renseigner et faire très attention à ce qu'on poste. Et question face à l'État, qui sont aujourd'hui définis par le nom. Là, c'est pareil, si on ne fait pas attention et qu'on ne met pas les bonnes, et puis là, ça va rejoindre plus ou moins ce qui après. Pas mettre la surface. Il y avait une décision dans laquelle, là, c'est un agent qui avait publié une annonce avec. Il avait mis une annonce dans laquelle il indiquait une surface de jardin. Et bon, les gens sont allés chez le notaire, ils ont vendu, etc. Et en dépit de finalement, c'est qu'après que
l'acquéreur se serait rendu compte que le jardin, il n'était pas du tout privatif et que non, qu'en réalité, il n'avait pas de jardin. Et la responsabilité, c'est en 2023 de l'agent, elle a été retenue et il a été condamné à payer à l'acquéreur seulement 10 000 € parce qu'il n'avait pas vraiment prouvé la valeur qu'aurait eu ce morceau de jardin. Mais si on peut prouver que la valeur aurait été supérieure, ça aurait pu être une plus grosse condamnation. Donc il faut faire très attention à tout ce qui est surface, vraiment à tout ce qu'on indique, parce que si on indique une mauvaise surface et que il y a une action de ce type, c'est pas du tout exclu que là aussi il y ait une. On parle bien ici de l'annonce, on parle pas du contrat de vente. Dans le contrat également, mais dans le contrat il y aura aussi. On voit ça régulièrement dans les annonces que les terrasses sont ajoutées à la surface habitable. Oui, il y a des greniers qui en réalité appartiennent à la copropriété. Voilà. Surface pondérée. Mais ici on a un exemple où c'était l'annonce qui était erronée, ça a suffi. Mais si dans le texte de l'annonce, parce que très souvent sur les portails, on indique en fait les surfaces indiquées sur la surface habitable, indiquées sur le portail, mais dans l'annonce, on explique alors qu'est-ce qu'on a affiché comme surface. Est-ce que ça c'est des arguments valables? Ça c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent. Donc on indique par exemple un appartement 120 mètres carrés, ensuite on va voir que c'est une surface habitable de 90, il y a un 10 mètres carrés de terrasse et un 10 mètres carrés de jardin ou de cave. Et, À partir du moment que lors de la vente effective, donc la signature des contrats c'est clairement déterminé, à ce moment-là, l'annonce n'est pas nécessairement contractuelle. Hein. Donc c'est une invitation à faire une offre, c'est pas. Par contre, si l'erreur se perpétue, hein, ça peut être considéré comme une publicité mensongère quand même. oui, mais encore une fois, la décision de 2023, je ferai quand même très attention maintenant à ce que je mets dans l'annonce. Ensuite, il y a aussi des cas de responsabilité en cas de non-accomplissement des vérifications nécessaires qui sont relatives à l'immeuble ou alors même au promoteur. On a le cas à l'heure actuelle où il y a encore plein d'agents sur le marché qui proposent à la vente en VFA des choses dont on sait, à peu près tout le monde sait que le promoteur va être en faillite très peu de temps après. Et des fois même des gens qui travaillaient chez le promoteur en question. Et donc là, on aurait quand même du mal à dire que l'agent en question savait pas ou n'aurait pas dû savoir qu'il vendait quelque chose qui allait être très problématique. Et dans ces cas-là, comme le promoteur il est en faillite, c'est compliqué d'aller rechercher quoi que ce soit chez lui. Je dirais, surtout à l'heure actuelle, il faut faire très attention parce que si l'agent immobilier est solvable, ça peut être très tentant d'aller toquer à sa porte à lui. Ensuite, pareil, la responsabilité peut être engagée en cas de transmission à l'acquéreur d'informations erronées et même si elles ont été remises à l'origine par le vendeur. Il faut quand même vérifier un minimum ce qu'on nous donne. Et encore responsabilité, si on ne vérifie pas le pouvoir du vendeur, par exemple, pour vendre le logement de famille d'un couple marié, il faut l'accord des deux conjoints. Si vous faites signer un compromis avec un acquéreur et que l'acquéreur prend des obligations de son côté et que finalement l'autre conjoint dit ah ben non, pas du tout, ben là vous pouvez causer un dommage à l'acquéreur et puis en être tenu responsable. Donc ici, il y avait une autre jurisprudence intéressante. Un agent, il avait informé des tiers il était mandaté pour trouver un bien immobilier et il informe un vendeur qu'il a des acquéreurs, que c'est des acquéreurs sérieux, qu'ils n'ont même pas besoin de prêt, donc tout va aller très vite, etc. Il leur fait signer un compromis dans lequel, il y a quand même une condition suspensive, notamment d'obtention de prêt, mais il continue de leur dire il n'y a pas de problème, ils ont de l'argent. En parallèle, ce même agent, il dit comme vous allez leur vendre votre immeuble, là, je vous ai trouvé une super location, louez ça, comme ça, vous vendez, vous emménagez directement. Le vendeur, il prend l'appartement en location, et qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils n'ont pas leur prêt et ils ne lui achètent pas son immeuble. Donc lui, il se retrouve avec son immeuble, et en plus, il a une super location bien chère à côté qui lui sert à absolument rien. Donc ici, la responsabilité de l'agent a été retenue pour avoir donné à tort à croire au vendeur que c'était certain que ça allait se passer, qu'il avait vraiment besoin
qui pouvait tranquillement prendre cette location. Donc, il a dû rembourser les frais d'agence, les loyers qu'il a dû payer jusqu'à ce qu'il retrouve quelqu'un. Donc, j'avais trouvé ça quand même assez cocasse. Donc, c'était pas une résidence secondaire. Non, voilà. Donc, vis-à- -vis de l'autre partie, il y a juste une petite distinction quand même qui est importante. C'est entre les problèmes qui sont cachés, les situations cachées, les situations apparentes. Le devoir, ou plutôt le degré de devoir d'information peut différer. Donc, pour les éléments vraiment apparents, si j'ai une fissure vraiment dans du carrelage, bon, est-ce que j'ai vraiment tellement besoin? L'acquéreur, il est quand même censé le voir lui-même. Par contre, pour les éléments qui sont moins visibles, là, l'obligation, elle est plus étendue et l'agent, il doit fournir tous les renseignements possibles et ceux-ci doivent être exacts. Cependant, il est bien sûr tenu de divulguer que les listes dont il avait ou il aurait dû avoir connaissance. C'est utile à ce moment-là d'avoir une clause dans le contrat, dans le mandat de vente, dans laquelle le vendeur s'engage à ce qu'il n'y ait pas de risques cachés. Oui, tout à fait. Oui, et voilà, et qui reconnaissent qu'il a rien caché, etc., que sinon il tient quitte indemne en cas de problème. Mais il y a quand même, parce qu'il faut quand même une limite à la responsabilité des agents, il y a une décision très récente de 2025 qui a retenu que l'agent immobilier, c'est un professionnel de la vente, c'est pas un professionnel non plus de la construction, et des défauts techniques vraiment pointus de construction, il n'est pas censé, il n'a pas les compétences pour les déterminer. Donc là, on lui reprochait de ne pas avoir indiqué à l'acquéreur qu'il y avait un débordement du radier par rapport au mur extérieur. Bon, voilà, j'arrête déjà parce que ça fatigue. Donc ça, la cour d'appel a retenu que l'agent immobilier, ça fait pas partie de son expertise et qu'il pouvait pas le savoir, et donc on peut pas lui reprocher de pas l'avoir dit. Toutefois, quand même, c'est conseillé, si on a des doutes, etc., de faire venir un expert, de demander avant d'assurer à l'acquéreur qu'il y a aucun problème sur le bâtiment, quitte à même lui proposer de faire réaliser lui une visite avec un expert. Donc, on en a presque fini, juste simplement pour assurer quand même un petit peu des cas dans lesquels la responsabilité de l'agent a été exclue. Donc ici, l'agent il représentait le vendeur et l'acquéreur lui a reproché, de ne pas avoir vérifié sa situation maritale et financière et de lui avoir fait signer un compromis en langue française alors qu'il ne parlait pas français. Donc ici, la cour d'appel a dit bon, stop. Déjà, il faut que l'agent vérifie que le vendeur puisse bien vendre. Par contre, l'acquéreur qui n'est pas le client de l'agent, c'est quand même à lui-même de savoir si sa femme était d'accord ou pas qu'il aille acheter un bien. C'est quand même pas à l'agent d'aller faire cette vérification. Respectivement, cette personne n'avait pas beaucoup d'argent. Et là, la cour a également dit, ben non, c'était pas le client de l'agent, donc c'était pas à l'agent d'aller vérifier. En tout cas, peut-être le vendeur aurait pu reprocher à l'agent de ne pas avoir fait cette vérification, mais l'acquéreur ne peut pas reprocher à l'agent de lui avoir vendu quelque chose qui n'était pas une super bonne opportunité d'investissement pour lui. Donc là, faites peut-être quand même attention aux annonces super opportunités d'investissement quand elles n'en sont peut-être pas, mais il n'y a pas besoin d'aller faire toute une analyse financière de quelqu'un qui n'est pas votre client pour savoir si c'est bon pour lui de l'acheter ou pas. Et finalement, la Cour a également dit, d'accord, ils m'ont soumis un contrat en langue française qu'il ne maîtrisait pas, mais personne lui a mis le couteau sous la gorge pour qu'il signe. Donc à partir du moment où il a signé, il pouvait aussi faire vérifier. Simplement, dans ces cas-là, quand même, si vous n'avez pas la possibilité de faire le contrat dans une autre langue, de bien se ménager la preuve par écrit, de lui dire, bon, tu confirmes que tu as pu voir ça avec quelqu'un qui t'a expliqué, que tu as pu le faire traduire, etc., pour plus de confort. Donc, bon, là également, l'autre partie doit prouver la faute de l'agent, le dommage, quantifier son
réparation de dommages, et puis le lien de causalité. Et on en revient toujours à la même chose, se ménager des preuves, parce que comme on a coutume de le dire, on a beau avoir raison au tribunal, si on ne peut pas le prouver, ça ne sert absolument à rien et on perdra quand même. Donc pour la toute dernière slide, je redonne la parole à Maître Di Stefano. Oui, juste pour rappel, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait faire tout un webinaire sur les questions de certaines questions de droit fiscal, hein, notamment d'enregistrement. Il y a de nombreuses facettes, simplement pour ne pas oublier qu'il faut enregistrer toute la documentation qui est finalement véhiculée par l'agent immobilier. Donc, c'est l'article 13 de la loi du 28 janvier 1948, tendant à assurer la juste et exacte perception de droits d'enregistrement et de succession. Donc, tous les mandats, promesses de vente, etc., les compromis de vente, tout doit être a priori enregistré. A priori, ce sera fait au droit fixe de 12 €, donc c'est pas la fin du monde. Par contre, il faudra veiller pour les compromis de vente qu'il y ait donc des clauses suspensives, hein, qui sont vraiment des clauses suspensives, et pas des clauses protestatives, parce que ça risque de mettre à néant la validité du contrat. Parce que sans condition suspensive, c'est soumis au droit proportionnel. Hein. Donc, même avant de toute transcription, vous êtes dans le bain pour 6%, plus la surtaxe communale s'il est applicable. Et donc, et à défaut d'enregistrement dans les 3 mois, c'est l'application d'un double droit. Encore une fois, 12 € au double droit, c'est pas la fin du monde. Par contre, sinon, si on parle d'un droit proportionnel, ça peut faire très mal. Mais en général, je pense que ça, on veille bien à avoir des conditions suspensives, notamment de financement, et ce qui permet donc d'éviter de payer le droit proportionnel à l'enregistrement de l'acte. Mais l'agent immobilier, on paye un double droit de 6% en cas où on se fait. Ça fait. Parce que là, ça fait vraiment un double droit. Ça c'est ouais. On veut pas ça, mais heureusement dans la pratique c'est très très rare. Je me rappelle pas de l'avoir vu dans ma pratique. Ok, donc voilà, ça c'est juste pour rappel par rapport au droit d'enregistrement. Alors on a. Oui. J'avais peut-être encore juste une petite question. Aujourd'hui, une grande partie des contrats se signent d'une façon électronique, donc que l'agent immobilier met en place pour le vendeur et pour l'acquéreur. Donc ma question c'est est-ce qu'il peut être contesté? Est-ce que le contrat peut être contesté en cas de signature électronique? Et 2, quelle est la responsabilité de l'agence dans ce cas précis? Je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus. Ça rejoint, j'anticipe un peu sur les questions. Donc, il y a une question qui a été posée par Philippe, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas un droit de rétractation de 15 jours, hein, pour les contrats d'agence immobilière? Alors, oui et non, ça dépend. Peut-être par rapport à la question de Philippe. Il y a un droit de rétraction de 14 jours par 15, mais bon, c'est amolli, hein, c'est plus ou moins la même chose, pour les contrats qui sont signés soit à distance, soit hors établissement. C'est-à-dire que l'agent immobilier va à la maison du client, il se fait signer le mandat chez le client, et puis il rentre avec ce mandat bien chez lui. Mais là, effectivement, dans ce cas-là, tout comme les contrats à distance, le client a droit de rétractation pendant 14 jours, et encore pendant 14 jours, à condition que l'agent ait donné toutes les informations qui sont prévues par le Code de la consommation à son client, si ce client est un consommateur. Donc, en fait, ça s'applique au consommateur, ça ne s'applique pas à une situation de B2B, hein, c'est une situation B2C. En situation B2C, il faut regarder le code de la consommation. Encore une fois, on pourrait faire un webinaire séparé là-dessus, parce qu'il y a toute une ribambelle d'informations et de précautions que l'agent doit prendre effectivement dans sa relation avec un client, entre guillemets, privé, hein, un client consommateur. Et si il ne respecte pas ces conditions, alors le contrat, d'un côté, il risque de la nullité, donc le consommateur pourrait éventuellement réclamer la nullité du contrat, et également le droit de rétractation peut continuer à exister pendant 12 mois et pas pendant 14 jours. Dans la pratique, c'est relativement rare que les gens se lancent là-dessus, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des décisions de justice qui
qui décide donc que le contrat qui est signé hors établissement, il est bien soumis aux dispositions du Code de la consommation en matière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Premièrement, idéalement, ne pas signer le contrat chez le client ou à distance, mais idéalement dire au client, tiens, je t'offre un cocktail ou un repas, mais signons le contrat en agence. Hein. Il y a vraiment un avantage juridique à le faire, parce que ça coupe court à un certain nombre de problématiques à ce niveau-là. Si maintenant on dit je veux faire des contrats à distance, respectivement, je veux aller chez les clients, me faire signer ça chez les clients, il faut que je sache concrètement quelles sont les informations que le code de consommation me demande de donner aux consommateurs. Et également, vous êtes théoriquement obligé d'afficher vos conditions commerciales dans les lieux lorsque le contrat est signé en établissement. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui dépasseraient maintenant le cadre de ce webinaire, mais si ça intéresse, on pourrait effectivement, il faut faire un webinaire sur la question spécifique. Donc, première réponse à Philippe, oui, a priori, il y a ce droit de rétractation pour les contrats qui sont conclus hors établissement. Alors, quand est-ce que je peux remettre en cause une signature électronique, hein, question de Paolo. Bon, premièrement, je peux, si le client est un consommateur, je peux effectivement remettre en question ma signature, même sans remettre en question la signature, simplement par le Code de la consommation, donc le droit de rétractation, respectivement le défaut d'information du professionnel vis-à-vis du consommateur. Et je pense que très souvent, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vraiment tellement sur le radar, mais ni les uns ni les autres. Hein. Donc, oui, ça vaut peut-être la peine de réfléchir une fois là-dessus. Est-ce que je ne me suis jamais posé la question en tant que professionnel, est-ce que au niveau du Code de la consommation, est-ce que je suis à jour avec les informations, avec mes procédures et ensuite, alors, d'une manière générale, quand est-ce que je peux contester une signature électronique? Alors, est-ce que la signature électronique est équivalente à une signature manuscrite, donc en wet ink? A priori, uniquement la signature qualifiée est équivalente. Hein, mais bon, la signature qualifiée est relativement rare dans la pratique parce que elle est relativement, c'est relativement onéreux parce que il faut un intermédiaire qui effectivement s'occupe de cela. Et il y a une vérification vraiment par téléphone, a priori par visio, du signataire. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose. Alors j'ai une signature, si j'ai une signature avancée, c'est pas tout à fait équivalent, mais il est déjà pas évident de contester la signature parce qu'il faudrait quand même expliquer comment est-ce possible que quelqu'un avait donc le numéro des GSM du signataire, que le signataire, bon ben, il était bien là, et la signature simple, bon, théoriquement, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, mais in fine, ce sera à ce moment-là le juge qui devra trancher. Est-ce qu'au vu des éléments d'espèce, est-ce que la preuve a été rapportée que ça a bien été signé par celui qui est le signataire? Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, même si on n'a pas envie de passer par une signature qualifiée, mais de faire une signature simple, une signature avancée, de dire, OK, on va le signer dans une conférence vidéo, comme ça, il y a des personnes qui peuvent voir, qui signent. Mais si c'est vraiment une intermédiation qui se fait par une page web, par une plateforme, sans intervention humaine, il n'y a pas de garantie absolue à ce que le signataire ne puisse pas remettre en question une signature. On dit non, mais c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais une fois, ça dépendra maintenant de la plateforme de signature, ça dépendra effectivement des mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer à ce que le signataire soit bien le signataire en question. Moi, je recommence à faire au moins passer par des signatures avancées, c'est-à-dire où le signataire doit d'abord télécharger un document d'identité. Il y a une identification également par rapport à un code unique qui est envoyé par GSM, sur son GSM. Ouais, il est déjà assez difficile de contester. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu de cas dans la pratique où quelqu'un aurait contesté une signature électronique. Donc moi, je ne l'ai pas encore eu, mais théoriquement, oui, c'est une question qu'il faut se poser, surtout
si on utilise une plateforme où il y a des signatures simples, après quelqu'un pourrait dire, bah, mais je pense que le risque quelqu'un, si c'est un consommateur qui invoque le code de la consommation, je pense qu'il est plus important que le risque que quelqu'un conteste la signature en tant que telle. Vous aviez d'ailleurs rédigé un article sur le sujet que j'ai mis dans le chat. Après, je sais pas, on a reçu pas mal de questions, je sais pas si. Je vais un peu regarder. Est-ce qu'on aura cette présentation par email? Oui, elle sera accessible. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, là, est-ce que l'agence immobilière peut-elle légalement faire supporter 100% de la commission au locataire si celui-ci résilie son contrat de bail de manière anticipée en signant une résiliation d'un commun accord? C'est une question, je pense que ex post, si le locataire dit, bon ben, en fait, je viole le contrat et je m'engage maintenant à rembourser quelque chose au bailleur parce que justement, je sors anticipativement du contrat, donc je pense que c'est pas complètement exclu, mais bon, la loi, je ne connais pas encore de décision à ce sujet, mais en tout état de cause, une clause qui est signée au moment du contrat de bail qui mettrait quoi que ce soit au dos du locataire, à mon avis, serait non écrite. Je sais que dans un litige né, une fois qu'il est né, effectivement, pour moi, les parties peuvent transiger malgré cette disposition légale. Même dans l'idée, j'ai une question, ici une question sur le contrat de bail. Peut-on ajouter une clause stipulant qu'en cas de départ anticipé, avant 1 an par exemple, le locataire rembourse les 50% de frais d'agence que le propriétaire devrait payer pour trouver un remplaçant? Non, à mon avis, comme je viens de le dire, par anticipation, je ne peux pas prévoir une telle clause. Si par après, le locataire sort, il sort du logement en conformité avec les stipulations du contrat de bail, non, on ne pourra rien lui réclamer. Si maintenant il viole le contrat de bail et rentre dans une transaction, là, oui. D'autant plus que par anticipation, normalement, c'est avec l'accord du propriétaire. Ouais, non, mais on ne peut pas. On ne peut pas mettre ça sur le dos du locataire. Autre question. Hello, for commercial rent, is also 50-50 paid by tenants? Ben non, commercial rent, non. Là, il n'y a pas de règle. C'est uniquement pour les baux d'habitation, donc ni pour les baux commerciaux, ni pour les baux autres baux professionnels. Donc, quel est finalement l'intitulé le plus adapté au contrat par lequel un vendeur demande à un agent de trouver un acquéreur pour son bien? Moi je dirais contrat d'entremise, contrat de service, contrat. Vous pouvez même mettre contrat de mandat pour autant que le texte du contrat par rapport il est clair. Je l'éviterai, mais bon, c'est pas, comme on vient de dire, c'est pas l'intitulé, c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais bon, je sais pas quelle est la. Jean-Paul, toi tu dirais quoi? Tu l'appelles comment? Le contrat. Un contrat. Convention. D'entremise, convention d'intermédiation. Mais c'est vrai que contrat ou convention, c'est convention. Voilà. Que faire si le contrat d'agence était seulement oral? Alors, sous le règlement de 1972, il devait être forcément par écrit en double exemplaire signé par les deux parties. Ce règlement, comme on l'a vu, n'existe plus aujourd'hui. Il est mort et enterré. Que faire s'il est oral? J'ai un problème de preuve, le cas échéant. Si j'ai un contrat qui est fait par email ou uniquement oral, finalement, c'est pas impossible, mais prouver le contrat oral, il faut vraiment que j'ai des témoins. Ou alors que le contrat de prestation de service pour vous, c'est risqué. Ça, dans la jurisprudence, ne donne pas la rémunération. C'est risqué. Encore une fois, si je peux prouver vraiment sans ambiguïté, il faut prouver le contrat. Et il faut prouver les conditions du contrat. Il va falloir prouver quelles commissions, etc. L'architecte a reçu 3 accords. Et au niveau du décompte, il a été contesté parce qu'il n'y avait pas de contrat. Toute la somme a été annulée. La preuve, vu que le règlement 72 n'est plus en vigueur, la preuve est a priori libre. Mais encore une fois, encore faut-il la rapporter, ce qui n'est pas évident. Ensuite. Et autre question, quid de la partie négociation avec signature au nom ou pour compte du mandat? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je ne sais pas comment la comprendre. Négociation avant signature, au nom et pour le compte du mandant. Bah oui, je peux négocier avant la signature pour le compte du client si je suis mandaté à se faire. Ça dépend jusqu'où je veux aller en tant qu'agent, mais je ne suis pas sûr quoi d'autre dire par rapport à cette question.
Je pense que ça, c'était un peu toutes les questions qu'on avait eues. Max, il y avait autre chose? Non, on a fait le tour. Merci toutes et à tous pour votre participation. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de conclusion. Jean-Paul, tu veux? Marc m'avait demandé d'intervenir sur la bourse. Ah, On oui. va déjà passer l'entendre. 22 minutes, ça me suffit. Donc, pour vous rappeler quel était l'objectif de la bourse c'était en fait que si vous avez des acquéreurs, en plus des acquéreurs qualifiés, vous avez la possibilité de présenter des biens dans des conditions déterminées à vos confrères, donc présenter des acquéreurs sur des biens que vous détiennent vos acquéreurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, la bourse de la Chambre immobilière représente plus que 60 agences. Nous avons plus ou moins 1200 mandats exclusifs qui sont aujourd'hui répertoriés sur la bourse. Je pense que c'est un outil qui est très méconnu et qui vous fait perdre une chance quand vous avez un acquéreur pour lequel votre bien que vous lui présentez aujourd'hui ne lui convient pas à 100%. Peut-être que vous avez trouvé que vous avez un bon contact avec les clients, que vous pouvez avancer avec lui. Donc, je pense que vous ratez une chance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est un marché d'acquéreurs et dans ce marché d'acquéreurs, la bourse présente effectivement tous ses avantages. Donc, je pense que c'est utile pour tout un chacun de regarder cela et de se concentrer un peu plus sur les acquéreurs que simplement se concentrer sur aller chercher des mandats. Je pense qu'aujourd'hui, le travail sur l'acquéreur dans un marché où il y a très peu de confiance peut vous donner en tant qu'agent, peut vous donner de nouvelles opportunités, notamment aussi avec des promoteurs avec lesquels peut-être vous ne travaillez pas. Si vous arrivez à motiver un client qui aujourd'hui a encore un peu peur d'une VFA, si vous arrivez à le motiver pour acheter en mode FA, je pense que ça peut être un très bon point aujourd'hui parce que aujourd'hui, vous savez que chacun qui a des VFA à vendre est très friand pour avoir des clients solvables et des clients en plus qui sont déjà motivés pour acheter. Donc, je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut se poser, on peut s'informer. Il faut aller chercher les opportunités à ce niveau-là. Et David Glissaver de Vivi, il est là pour vous soutenir. Je voulais aussi seulement par rapport aux discussions qu'on a eues pendant le contexte de notre réunion rappeler que nous avons un outil de signature électronique qui est commercialisé par Vivi, qui s'appelle LookSign, qui est justement fait pour vous donner la possibilité d'avoir toutes les qualités de signature jusqu'à la signature authentifiée ou la signature qualifiée telle qu'on en a parlé juste maintenant. Donc, n'hésitez pas non plus à solliciter Vivi à ce niveau. Merci beaucoup, Paul. Jean-Paul et Paolo. Paolo, en tant que présidente, famous last words, quelque chose? Je tenais juste à vous remercier pour cet exposé très intéressant et précis et souhaiter peut-être une bonne soirée à tous nos participants et au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.